Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Ken Kesey. Lu par Philippe Spiteri. McMurphy m'étudie. Ça l'a pas empêché de grandir, il est rudement baraqué. Je me demande quelle taille il fait. Dans les 2 mètres, je crois. Mais il a beau être grand, il a peur de son ombre. C'est rien qu'un grand indien sourd. À le voir, je l'ai bien trouvé un peu typé. Mais c'est pas un nom indien, Bromden. De quelle tribu il vient? Je sais pas, il était déjà là quand je suis arrivé. Le docteur m'a dit qu'il n'est qu'à moitié indien, intervient Harding. Il est issu d'une tribu éteinte qui vivait sur les rives du fleuve Columbia, je crois. Son père en était le chef. Voilà pourquoi on lui donne ce titre. Quant au nom de Bromden, j'ai bien peur que mes connaissances en matière de tradition indienne soient trop minces. McMurphy approche sa tête de la mienne pour me forcer à le regarder. C'est vrai? T'es sourd? Il est sourd et muet. Il m'observe longuement en faisant la moue. Enfin, il se redresse et me tend la main. Et puis après, être sourd, c'est pas ce qui l'empêche de donner une poignée de main. Putain, t'es peut-être un malabar, grand chef, mais tu me serreras la main ou je le prendrai comme une insulte. Et c'est pas une bonne idée d'insulter le nouveau Maboul 3 étoiles de l'hôpital. Ayant dit ça, il s'est tourné vers Harding et Billy avec une grimace, tout en continuant de m'offrir sa main, large comme une assiette. Je me la rappelle clairement. Sous les ongles, il y avait du cambouis, souvenir d'un stage dans un garage. Une encre y était tatouée. Un sparadrap sale dont les extrémités s'effilochaient était collé à son majeur, et ses phalanges étaient couturées de cicatrices, les unes vieilles, les autres récentes. La paume à la fois lisse et dure comme de l'os, habituée aux manches des cognets et des pioches, on n'aurait vraiment pas dit la main d'un joueur, avec des cales fendillées où la crasse s'était mise. La carte de ses vagabondages au long des routes de l'Ouest. Sa paume a bruissé contre la mienne. Je me rappelle la force de ses doigts épais et l'étrange sensation que j'ai éprouvée alors. Au bout de mon bras rigide, ma main s'est mise à gonfler, comme s'il lui infusait sa propre sève. Elle vibrait sous la poussée de ce flux d'énergie. Elle devenait presque aussi grosse que celle de McMurphy, je m'en souviens. « Monsieur McMurray. » C'est la major. « Monsieur McMurray, pouvez-vous venir ici, je vous prie ?» L'aide-soignant au thermomètre est allé la chercher. Elle tapote l'instrument sur sa montre-bracelet et le fusille du regard tout en l'évaluant. Ses lèvres dessinent un triangle, pareil à celle d'une poupée prête à téter un faux biberon. « Monsieur McMurray, ce que m'apprend William, c'est-il bien vrai? Feriez-vous des difficultés pour passer à la douche? Sachez que j'apprécie la manière dont vous avez pris l'initiative d'entrer en contact avec les autres malades. Chaque chose en son temps, monsieur McMurray. Je suis désolé de vous interrompre, vous et monsieur Bromden, mais il faut que vous le compreniez. Tout le monde doit obéir aux règles. » Il renverse la tête et lance ce clin d'œil qui signifie qu'elle ne le trompe pas plus que moi avec mon numéro de sourd-muet, qu'il l'a percé à jour. « Vous savez, madame, c'est ce que tout le monde me dit toujours au sujet des règles. » Il a une grimace amusée. Il se sourit tout en se jaugeant mutuellement. Juste au moment où on croit que je vais faire tout le contraire. Il me lâche la main.